cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Cet après-midi, nous parlerons essentiellement de la présidentielle américaine et ce sera à travers le thème scrutin du 5 novembre 2024. Le monde retient son souffle. Pour en parler, j'ai avec moi cet après-midi Agapit Napoléon Maforican, consultant média et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux internautes. En face d'Agapit, Morgan Asogba Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir à tous. À côté de Morgan, Joël Ataï-Gedegbe, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir chers amis débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, cet après-midi, on parlera de l'élection présidentielle aux États-Unis. Le 47e président des États-Unis sera connu dans quelques heures. Morgan. Dans quelques heures, pour ceux qui attendent de voir un verdict officiel, mais pour ceux qui sont sur le terrain, certains ont déjà leur idée de qui sera le président de la République parce que naturellement, il y a des faits qui ne trompent pas. Et il ne s'agit pas juste des Américains, mais du monde entier, d'où la conformité avec le titre de votre émission, Le Monde en 52 minutes. Parler des États-Unis, parler des élections aux États-Unis en 52 minutes, c'est parler du monde. Parce que les États-Unis ont une influence, que ce soit sur le plan de la coopération, que ce soit sur le plan de la stratégie et sur le plan économique, sur le monde entier. Donc je pense que oui, on va avoir une élection et on va avoir une confirmation officielle d'un candidat ou de l'autre par rapport à la présidence des États-Unis et cela va déterminer dans quelle direction le monde entier va se diriger. Alors Agapit, dites-nous un peu, vous qui êtes consultant média, vous qui êtes également analyste politique, comment selon vous les Américains appréhendent-ils ce scrutin? Écoutez, je ne suis pas aux États-Unis. Vous suivez quand même. Je suis bien loin de là-bas pour pouvoir le dire, mais vous savez, que cela, c'est pas le même relent ici, très loin de là-bas, comme dirait l'autre, que là-bas, plus proche de la réalité. En réalité, ils savent que l'élection de leur président détermine la suite et détermine toute une politique intérieure, voire extérieure. C'est vrai que l'Américain moyen ne s'occupe pas de ce qui se passe à l'extérieur, donc ce qui se passe dans leur communauté. Et quand on dit communauté, ce n'est même pas dans toute l'Union, parce que toute l'Union, c'est des réalités qui ne sont pas les mêmes, qu'on soit à Boston ou à Massachusetts, ce n'est pas les mêmes choses, que ce soit au Texas, que ce soit au Nevada, ou bien quoi, tout ce que vous voulez, ce n'est pas les mêmes réalités. C'est des communautés, c'est une pluralité de réalités qui font que cette élection, elle est particulière. Elle n'est pas que l'élection du président de la puissance, c'est des élections croisées. C'est des élections à mi-chemin, c'est des élections au niveau de plus bas vers le sommet. Et donc, c'est toute une vie, en fait, qui se joue. Et donc, vous demandez comment l'Américain moyen appréhende. Il appréhende beaucoup mieux que nous ici, sous les tropiques. Il appréhende beaucoup mieux que les Européens, où le taux de participation pose problème. Non, là-bas, le problème n'est pas au taux. C'est peut-être les couches qui vont aller voter qui posent réellement problème. Sinon, en réalité, ils élisent des sénateurs, ils élisent du plus bas au plus haut. D'autant que la première élection n'est pas encore celle du président des États-Unis. C'est l'élection des grands électeurs. Et donc, ces grands électeurs détermineront la couleur et les tendances du Congrès et du Sénat.
et donc de qui sera le président américain. Donc vous voyez que c'est une élection à plusieurs enjeux, et à plusieurs variantes, mais dont la finalité est d'avoir l'homme le plus puissant du monde, comme on le dit, puisqu'il dirigera la puissance américaine. Alors, Joël, je me retourne vers vous. Nous savons que les Américains ont toujours ce secret-là pour nous faire vivre les élections, dont ils sont également les seuls à détenir le secret. Mais alors, pourquoi est-ce que les uns et les autres n'arrêtent pas de dire que cette élection est particulière et on la compare même à l'élection de Barack Obama? Oh, bon, si vous m'amenez à dire qu'il y a une femme qui est en lice et qui pourrait être la première présidente des États-Unis. Oui, mais c'est pas la première. C'est pas comme s'il n'y avait jamais eu de femme candidate à la présidentielle américaine. En tout cas, c'est peut-être... enfin, je ne sais pas. Femme multi-couleur ou multi-origine. Femme qui regroupe voilà, plusieurs paramètres. Bon, on se demande si, enfin, le cocktail, le kaléidoscope ne permet pas d'y arriver, enfin, après Hillary Clinton notamment, qui était quand même du CRA, qui était voilà, de l'establishment. Au-delà de ça, les élections américaines, on ne cessera jamais de s'y intéresser. En réalité, c'est une réalité multidimensionnelle. Et elle occupe ou elle touche à tellement d'enjeux, de réalités que bon, ça vaut son pesant d'or. Et la campagne américaine également, et peut-être qu'on aura l'occasion avec Agapit et Morgane de parler du poids des médias et de l'argent dans cette élection. Elle est curieuse comme réalité, comme manière de faire. Et bon, nous sommes à quelques heures du fameux verdict. Il y a les sondages, mais qui, depuis quelques élections, ont commencé à ne plus être voilà, aussi précis, aussi prédictifs qu'on l'aurait voulu. Sinon, on penserait que les choses sont déjà jouées. Et si on donne la force, si on donne aux sondages la préséance qu'ils ont a priori. Mais là également, voilà, le suspense est à son comble. Et dans ce qu'ils nous donnent à voir, ils parlent d'un challenge. Et le fait que les candidats eux-mêmes soient encore à pied d'œuvre sur le terrain est signe que c'est une élection disputée. Est-ce que ce serait pour rien? Attendons de voir, mais c'est fascinant à plus d'un égard. Et puis, bon, nous sommes spectateurs, des fois on se laisse à penser que nous serions des électeurs américains et quelquefois, ou quelque part, nous avons tendance à vouloir voter à la place des Américains qui savent très bien ce qu'ils veulent, ce qui leur va et qui ne nous va peut-être pas. Et ça, c'est la nuance qu'il faut mettre. Alors, Morgane, nous avons tous suivi des émissions, des Américains qui n'arrêtaient pas d'intervenir au niveau des médias. Mais alors, nous avons un peu constaté que de plus en plus, les Américains ont du mal à afficher leurs convictions, sauf quelques-uns qui s'hasardent encore à le faire. Pourquoi? Non, afficher leurs convictions n'est pas le problème. Je pense s'il y a une chose qui est assez spécifique et particulière pour ce qui est des États-Unis, c'est que les Américains affichent en général leurs convictions. Aujourd'hui, avec cette nouvelle perspective des élections, on a quand même observé même des publicités qui voudraient que le vote soit maintenant entièrement et totalement secret, surtout au sein d'une famille, à cause de ce clivage homme-femme qui a été inséré et associé à cette campagne. Et ça ramène carrément les discussions aux États-Unis à une dimension primitive qu'on ne veut pas le lui donner. Parce que si au cours d'une élection, il faut parler du vote des femmes pour une femme et du vote des hommes pour un homme, on est très mal barré. Et c'est ce qui aussi illustre ces élections ou cette campagne où les débats de fond ne se sont pas faits. On a beaucoup plus eu droit à des débats de personnalité, d'individualité, ainsi de suite. Et là, elle a été très virulente, cette campagne. Oui, et là, les démocrates, techniquement, qui étaient associés à cette capacité à pouvoir rendre le débat beaucoup plus intéressant sur des sujets de fond, se sont laissés emporter sur les considérations à la trompienne. Encore que Donald Trump a sa stratégie. Il a toujours été reconnu pour être ce qu'il est et ce qu'il fait. Oui, mais est-ce que cette fois-ci, ça lui a véritablement marché? Mais ça lui a marché techniquement si on doit se contenter des résultats sur le terrain. Parce qu'on parle d'un président ou bien d'un candidat
qui est parti sur une très mauvaise note. Plusieurs affaires devant la cour. Une avalanche au fait d'affaires. Et si vous voulez rester dans la dynamique de la théorie de conspiration, des affaires qui étaient créées, techniquement, je dis bien si on reste dans cette théorie, créées pour l'empêcher de pouvoir même être candidat. Mais on s'est rendu compte qu'il a réussi à être candidat malgré toutes ces affaires, malgré les condamnations. Et maintenant, mieux, il n'a pas que réussi à être candidat, parce que c'était même difficile de prévoir un Donald Trump candidat pour des républicains. Même au sein du Parti républicain, au soir de son mandat, son premier mandat, c'était clair que les républicains ne voulaient pas de lui, mais on a constaté qu'il a réussi à avoir la crédibilité au sein des républicains, et mieux, il a maintenu un électorat qui est resté constant. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est beaucoup plus du côté des démocrates qu'il y a eu des fluctuations et des mutations. Au départ, il n'y avait pas suffisamment de soutien. Avec l'arrivée de Kamala, on a constaté qu'il y a eu un certain soutien, une certaine crédibilité, même au sein des tenors des démocrates qui s'est affiché pour Kamala. Mais d'ici, depuis qu'elle a été choisie comme candidate, jusqu'à ce jour, on a constaté qu'il y a eu une stagnation, et certains même ont parlé d'une baisse dans ce soutien. Mais aujourd'hui, la constante de ces campagnes électorales, c'est bel et bien l'électorat Trump qui est resté permanent derrière Trump. Et maintenant, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec Obama, on a vu ce qui s'est passé avec Clinton, on a vu ce qui s'est passé aussi avec, je pense, George Bush Jr. Donc je pense que nous sommes dans une dynamique assez intéressante, et le résultat aussi va nous permettre de savoir ce qu'il en est. Alors, Agapit, justement, en parlant du Parti républicain, Morgan en a brièvement fait cas tout à l'heure, nous avons constaté que tout au long de cette campagne, nous n'avons pas vu les grandes figures, les figures de pro du Parti républicain aux côtés de Donald Trump. Pourquoi? Écoutez, Donald Trump lui-même, il y a une immense figure. La problématique de ces élections, c'est d'abord la personnalité de Donald Trump. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand il quittait, c'était une page qui se fermait. Mais lui, il a dit, je reviendrai. Il faut voir dans quelles conditions il est parti. Mais c'est déjà un personnage clivant dans son propre camp. Même son colistier n'est pas totalement en phase. Ils ne sont pas en phase nécessairement sur tout. Mais l'immense personnalité de Trump fait qu'il arrive toujours à dominer cette situation. Regardez en plein cœur de l'attentat, là où on tire sur lui, et que ces gens cherchaient à le protéger. On se demandait est-ce qu'il a été atteint ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ressurgit et five. Donc, combat. Il est prêt encore au combat avec du sang. C'est un personnage théâtral. Je pense que c'est un bel artiste, un bon artiste. Et il en est tellement conscient qu'il l'utilise à fond. Alors, cela dit, c'est un homme de conviction, de forte conviction, qui croit en ce qu'il fait et qu'on aurait pu retrouver dans un Biden plus jeune, comme on a vu Obama démarrer lentement, comme le petit Illinois, un noir, descendant de Kenya, mais qui a pu briser les barrières de racisme, il faut le dire directement, donc des questions ethniques, de couleur, et battre quand même Hillary Clinton. C'était pas évident dans les élections au niveau des primaires. Tout le monde voyait déjà Clinton aller au bout. Mais je me rappelle les larmes de Clinton parce qu'elle s'est aperçue que le jeune le sénateur de l'Illinois ne commençait pas la dominer, mais c'était pour elle, tout est perdu, elle est allée dans tous les sens. Donc, c'est montré qu'il y a eu des campagnes épiques, et je pense que autant Obama a marqué sa campagne en son temps, autant Clinton a marqué sa campagne, autant Ronald Reagan a marqué la sienne, on n'attendait pas aussi. Donc, quand on passe ces instants, on retrouve dans Trump un personnage particulier qui est resté le même. On l'a vu au pouvoir, tout ce qu'on a dit, mais c'est deux politiques différentes. Et c'est ça qui a fait que, justement, son électorat est resté. Parce que
les 4 années de Biden sont restées des 4 années purement démocrates. C'est-à-dire un certain nombre de principes, un regard à l'extérieur un peu trop exacerbé aux yeux d'un Américain d'un certain âge qui a des besoins locaux, des besoins de sécurité, des besoins de lendemain, des besoins surtout de sécurité, je veux dire, parce que c'est le grand défi un peu à ce niveau-là. Or, parler de la sécurité internationale, beaucoup veulent qu'on parle des questions intérieures, de l'économie, de la stabilité. Oui, Biden n'a pas manqué, n'a pas échoué sur le plan économique, mais sur le plan de l'affirmation d'un certain nombre de la fierté américaine, on a l'impression qu'il était dormant. Il avait un certain âge. Et Kamala est venue, oui, elle a apporté disons, la pugnacité, elle a apporté la combativité, elle a apporté plutôt, moi je trouve, elle est séduisante dans son oratoire. Mais après, elle propose, pour moi, Donc vous la trouvez juste séduisante, vous trouvez qu'elle ne peut pas diriger les États-Unis? Je parle de la séduction, pas physique. Oui, moi je ne parle pas également de physique, je parle de l'intellect également. J'ai pas envie qu'on me taxe de propos sexistes, je préfère rester dans le contenu. Oui, elle, en termes d'oratoire, on sent le procureur, on la sent sur le terrain. Et c'est ça a été, je pense, son talon d'Achille. Parce que, et tout à l'heure, M. le disait, le problème qui s'est posé avec elle, c'est qu'elle est venue en se disant que son champ d'action, ce n'est pas ce qu'elle propose, mais c'est ce qui est en face de lui, c'est d'affaiblir son vis-à-vis. Or, ils ne sont pas sur le même quartier. Alors donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de cette campagne, je pense que la campagne n'est pas encore terminée. Non. La campagne va se poursuivre comme d'habitude jusqu'aux dernières... la dernière minute. Aux dernières secondes, les villes les États les plus déterminants, on va les suivre de près. Mais l'électorat, là où la balance va changer, ce qui va faire la balance, c'est la réaction de l'électeur de Kamala. Si plein de jeunes votaient, et les couches auxquelles elle s'adresse, les milieux féminins peut-être qui sont encore pas les plus orthodoxes, mais les plus évolués, là, elle pourrait encore. Moi, je ne pense pas que la messe soit dite, mais il me semble que Donald Trump va rester, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, un personnage à étudier en sciences politiques. Parce qu'il a apporté dans cette campagne quelque chose d'autre qu'on a peut-être commencé par percevoir il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais qui est vraiment cette année, comme il y en a il y a 8 ans, qui est particulière. Alors, Joël, on a constaté que durant cette campagne, certaines figures du Parti républicain, les filles se sont vues rejoindre Kamala Harris. Nous avons le cas de la fille de George Bush, nous avons le cas de la fille de Cheney. Alors, dites-nous un peu pourquoi cet engouement par rapport à la Kamala Mania. Bon, c'est vous qui le dites. Hein. Bon, Agapita a commencé à dire, Kamala, elle parle à une partie de l'Amérique qui est moderne, qui évolue, qui est dans le vent. Elle-même, elle a un port fort attrayant physiquement dans le speech et tout. Moi, j'assume. Et puis, mais ça ne suffit pas. Elle parle à une partie de l'Amérique et c'est probablement pas l'Amérique profonde. Là où Trump a le don d'avoir le ton, d'avoir les mots, d'avoir les images, les figures qui font à l'Américain se sentir et renaître et revivre, espérer. Oui, mais lorsque vous parlez d'Amérique profonde, c'est quoi? C'est cette Amérique-là où les femmes continuent de rester à la maison, où les hommes continuent de... Oui. Ah oui? Oui, c'est ça en partie. C'est l'Amérique rurale. L'Amérique n'est pas qu'urbaine. Il y a une forte partie de l'Amérique, une grande partie qui reste rurale. On parle de... C'est une agriculture très importante. On parle des gentlemen farmers. Oui, c'est différent. Ma foi, 52 États, plusieurs fuseaux horaires, on voit la diversité ethnique, géographique et économique, même parfois. Et puis, il y a les bassins industriels qui se sont dépeuplés, enfin, qui sont dégarnis en termes d'activité. Donc, le chômage
est devenue aussi une source d'inquiétude, de repli sur soi. Et Trump arrive à parler quand même à ceux-là qui se sentent délaissés, qui n'ont plus le sentiment que l'Amérique forte soit à l'ordre du jour. Et donc, quand lui, il le promet, fort de sa stature, de ce qu'il a montré au pouvoir, mais également d'un ton direct et sans embâge, qui appelle un chat, qui dit aux partenaires traditionnels, il y en a marre de vous, de vous traîner, de vous supporter, et surtout avec les sous du contribuable américain. Il est très clivant. Sur la guerre d'Ukraine, Ukraine-Russie, on sait ce qu'il... Pour lui, ça s'arrêterait immédiatement dès qu'il aurait prêté serment. Pendant que nos chers démocrates sont dans les contorsions, se laissent même malmener. C'est bien que la guerre ne s'arrêtera pas. Oui, mais c'est une manière de... Il arrive à parler à une partie qui en a assez quand on lui chante les relations internationales, le bien-être du monde, et en oubliant celui des États-Unis. Et son passage aux affaires, d'abord en tant que sa réussite comme homme d'affaires parle pour lui, son passage comme président ne parle pas moins pour lui. Il a quand même eu des résultats estimables. Et il apporte la promesse d'économies supplémentaires pour le bien-être des Américains. Que demande le peuple? Et il assume complètement son machisme. Et n'ayons pas peur des mots, pendant que de l'autre côté, il y a une forme de féminisme qui tend à s'élever et qui amène justement certains à quitter les républicains pour mieux s'accrocher à celles qui prônent encore ces valeurs-là. Mais voilà, M. Trump, il est entier. On ne le refera pas. On en reparlera après. Qu'il gagne ou pas, effectivement. On en reparlera. Mais est-ce que c'est un modèle en termes d'outrance dans une campagne? Je constate malheureusement que Kamala Harris s'est laissé un peu entraîner de ce côté-là dans la campagne, alors qu'au début, Trump était perdu quand elle a été appointée. Par où l'attaquer, il a eu du mal. Et puis, bizarrement, elle est rentrée dans ce jeu. Est-ce que c'est l'histoire qui me dira si elle a eu raison de se muscler un peu plus? Parce qu'une femme en politique qui ne vient qu'avec son charme, peut-être, n'a aucune chance de réussir. Nous allons évoluer. Alors, Morgane, le scrutin américain est très observé et très attendu à travers le monde. Mais nous savons également que le vote latino, généralement, c'est celui parfois qui fait la différence parce que le vote latino représente quand même 14% de l'électorat, soit 36 milliards de personnes, surtout 36 millions de personnes, hein, surtout à majorité mexicaine. Alors, croyez-vous que le résultat issu du scrutin de demain pourra changer la donne entre Mexico et les États-Unis? Changer la donne, naturellement, tout dépend de qui vient au pouvoir. Vous savez, les politiques sont claires. Si vous votez pour Trump et que Trump vient au pouvoir, il fait une déportation, il a dit, massif. Et il a une spécialité, c'est quelque chose qu'on le lui reconnaît. Quand il promet, il fait tout ce qui est en sa capacité pour que la promesse soit tenue. Il a dit qu'il allait construire un mur. On l'a mis au pouvoir. Il a démarré entièrement, immédiatement la construction du mur. Donc, il paraît... Mais ça n'a pas pour autant arrêté l'immigration. Non, mais ça a freiné l'immigration. Quand vous écoutez les Américains faire les statistiques, ils ont prouvé par A plus B que l'initiative Trump a réduit drastiquement même si ça n'a pas freiné, c'est que les démocrates se sont plus obligés de continuer. On continuait cela sur cette lancée. Et c'est quand ils ont décidé de ne plus continuer que la montée de l'immigration, parce que c'est aussi un problème réel. Quand vous regardez les statistiques, ça a tellement gonflé que les réalités économiques et culturelles et même sociétales ont été touchées par cela. Donc, il y a cette initiative qui est là. De l'autre côté, il y a la tournure un peu particulière de cette campagne où un des artistes invités à l'un des grands meetings de Trump parle de Porto Rico comme un petit dépotoir d'ordures, mais que les démocrates, c'est un peu ce dont on se plaint ici, par le biais de Joe Biden, président des États-Unis, dit devant la caméra que s'il y a des ordures aux États-Unis, mais que ce sont les militants, les supporters de Trump.
Et donc Trump, lui, récupère cela et prend un accoutrement de conducteur de camion déboire. dans du... Exactement. Et dit oui, si pour un président, environ 200 millions de citoyens américains sont considérés comme des ordures, mais que les Américains voient ce qu'il faut faire. Donc je pense que là, on est arrivé, et là on faisait référence à cette population latino. Je dirais qu'aujourd'hui, le débat n'est même plus par rapport à où va le vote populaire. Le vote populaire est clair. Aujourd'hui, les élections ou le choix du président américain dépend d'une seule partie institutionnelle des États-Unis, les grands électeurs. Tout va se jouer au niveau des grands électeurs parce qu'il est établi de façon claire et nette que l'issue du vote populaire ne garantit pas la direction dans laquelle le vote des grands électeurs ira. Et il y a je souhaite même que si vous avez la possibilité de nous inviter les experts des élections américaines pour qu'ils nous expliquent le fonctionnement du choix des grands électeurs. Sur quoi les grands électeurs se basent pour déterminer le choix du président des États-Unis et qu'est-ce qui donne la capacité à ces grands électeurs de remettre en cause le choix populaire. Parce que si le choix populaire diffère du choix des grands électeurs, ça signifie que les grands électeurs ont décidé que le choix du peuple américain, d'une certaine manière, n'est pas le choix qu'il faille pour les États-Unis. Moi, je veux bien comprendre. C'est une curiosité par rapport à la valeur démocratique de ce système, puisque dans le fond, on dira que ce sont les Américains qui ont décidé d'avoir ce système, pas une loi. Mais dans la pratique, si le démos, qui est le peuple en son entier, choisit un leader qui sort des résultats du vote populaire et que ce leader n'est pas choisi au niveau des grands électeurs, où est la valeur démocratique et qui peut nous expliquer cela? Non, quand même, Ouais. il faut... Oui, vas-y, Agapit. Les grands électeurs déterminent. Non, les grands électeurs ne sont pas déterminés. Ils ne viennent pas incliner. Ils sont d'abord de leur camp. Oui. Ils sont connus. Les fluctuations sont très, très rares. Il y a eu des cas. Mais les fluctuations sont très rares, on peut le dire. La problématique de vote américain est basée sur le mode, le scrutin de liste majoritaire dans les États. Et le scrutin de liste majoritaire dans les États fait quoi? Fait que, regardez, une Floride, je pense que c'est 70 ou 71 grands électeurs. Il y a un décalage, un déséquilibre très fort c'est entre moins. certains États. Ouais. Oh, pardon? C'est moins. C'est Je moins. pense que c'est en fonction de la densité. Oui, je pense de la que, population. mais si je me trompe, c'est un peu de ça, c'est 70, 71. Alors, prenons un tel État. Lorsque les démocrates ou les républicains, celui qui a une voix de plus ramasse tous les grands électeurs. Oui. Du coup, le vote populaire, s'ils sont 25 millions, comme ça, et la majorité plus 1 est dans tel camp, ils ramassent Oui, entièrement. Ce n'est pas nécessairement... Quand on fait le ratio au niveau des Américains, il y a des États à 9 grands électeurs. Oui, Et il y en a 2. Voilà, il y en a 2. Voilà. Donc, du coup, il y a des niveaux où le score en termes de suffrage direct est élevé, mais les grands électeurs ne suivent pas. Parce que lorsque vous avez perdu, vous n'avez pas eu grands électeurs ici, mais vous avez presque la moitié. Et là-bas, vous avez peut-être plus de 2 tiers que l'autre. Quand on fait l'addition, il est évident que au niveau général, le vote populaire est un vote majoritaire. Ouais. Ça s'est passé avec Hillary Clinton, si je ne me trompe. Oui, ça s'est passé avec Al Gore. Al Gore également. Al Gore. Donc, au finish, il faut ramasser plus de suffrages nettement exprimés. Effectivement exprimé, mais vous n'avez pas autant de grands électeurs, tout simplement parce que le système majoritaire par État fait à jouer le jeu. D'accord. Donc c'est d'abord, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un vote démocratique. Non, c'est le choix américain. Je ne dis pas que ce n'est pas et ça veut dire quoi? C'est un vote intelligible du point de vue de la clairvoyance. On estime que le petit peuple, il faut pas avoir peur. Le petit peuple n'a pas toute l'intelligence, et je suis désolé, il n'a pas toute l'intelligence de raisonner au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'il peut raisonner au niveau de l'État, il peut raisonner au niveau du canton, il peut raisonner au niveau... c'est pas gradation. Et lorsque dans un État, il arrive à
qui a fait passer ces grands électeurs, n'oubliez pas qu'en faisant passer ces grands électeurs, il fait passer des gens dans différentes assemblées, qui sont des assemblées directement liées à ses besoins immédiats à lui. Et donc, ce vote est déterminant du point de vue localité jusqu'au niveau de l'État. Et donc, les grands électeurs, eux, c'est au niveau fédéral. Et les politiques fédérales ne sont pas nécessairement les mêmes que les politiques étatiques. Donc, c'est pour ça que je trouve que le système, il est pondéré. Il sera peut-être mieux expliqué par un spécialiste américain. Mais moi, Africain, je me dis que nous devons plutôt regarder de ce côté-là. C'est-à-dire que essayer de pondérer, comme l'Afrique du Sud l'a fait, au moment où il faut quitter le système de l'apartheid et embrancher le suffrage universel. On a dit, d'accord, un homme, une voix, d'accord, le suffrage universel, mais on se retrouve à l'Assemblée. Et de là, on déterminera maintenant la suite, notamment à celui qui présidera au destiné, parce que un homme, une voix, ça va donner quoi? Ça va donner, tous les Noirs vont voter pour le Noir, si on doit raisonner mécanique, et donc, il n'y a que quelque chose pose. Le vote intelligible. Le vote intelligible. D'accord, permettez, nous allons évoluer. Non, Morgane. Nous allons évoluer. Morgane, on va permettre à Joël de répondre à ma question. Donc, maintenant, dans la réponse de Joël, tu trouves... un créneau pour... Voilà. Alors, Joël, dans cette élection, ce que les uns et les autres, à travers le monde... appelle déjà un conflit en gestation. Je veux parler de la Chine et de Taïwan. Croyez-vous que les 23 millions de Taïwanais qui vont suivre avec attention cette élection américaine seront en train de suivre leur survie? Oui, en partie. Les alliés comme Taïwan, qui sont portés à bout de bras depuis leur existence pratiquement par les États-Unis, auront les yeux absolument rivés sur l'issue de cette élection. Et que ce soit Taïwan, que ce soit Israël et quelques autres endroits dans le monde. Et malgré tout ce que Trump dit de ce qu'il faut lâcher de soutien encombrant, il fera le service minimum s'il était élu. Ce n'est pas ça qui est en cause. Et dans le cas particulier de la Chine et de Taïwan, Taïwan a plus de raisons de souhaiter d'ailleurs que Trump arrive au pouvoir. Non seulement c'est une constante aux États-Unis que, grosso modo, la Chine populaire est en réalité l'adversaire principal, l'adversaire ou l'ennemi, qu'il faut fabriquer, qu'il faut édifier de toutes pièces au besoin et pour pouvoir déterminer la mobilisation intérieure. Et America First, disent-ils toujours. Donc, America First par rapport à qui? Donc, il faut déterminer cet ennemi-là qu'il faut dominer, écraser. Et donc, ça, ils le partagent, démocrates et républicains. Et ils sont conscients des avancées technologiques de la Chine. Même Biden a continué à maintenir un niveau soutenu de sanctions économiques et militaires et autres là, contre la Chine pour contingenter, limiter leur montée, leur avancée. Économiquement, encore plus. La Chine dicte sa loi à presque tout le monde. Et le dollar aussi en a pris un coup. Ce fut pendant longtemps la monnaie de référence dans le monde. La présence de la Chine au sein des BRICS, avec la Russie, le Brésil et autres, l'Inde, a relativement, même avec l'absence du Japon, qui est quand même une puissance importante, et l'absence des Européens, ça a quand même polarisé un tout petit peu les choses vers ce côté. Ce qui a de quoi en rajouter à l'inquiétude des Américains. Donc, Trump, si c'est lui qui gagnait, va l'exploiter à merveille. Et Kamala sera obligée de s'inscrire dans cette veine-là. Et c'est en ça que les institutions sont fortes, qu'un président, malgré ses fantaisies, n'a pas beaucoup de marge sur un certain nombre de dossiers. Et à chaque fois, il s'agira de répliquer à la Chine, tout en travaillant à adoucir Kim Jong. Ne regardez pas la tenue d'Agathe. Et Trump a bizarrement, pour allier dans cette région,
le Nord-Coréen, avec qui il n'a pas envie de se fâcher outre mesure, parce qu'il sait qu'il est tellement imprévisible qu'il vaut mieux l'amadouer. Oui, voilà, donc ils savent s'apprécier et se faire donc, mais au-delà de ça, le système va faire émerger quelqu'un qui sera obligé de le représenter dans son ensemble. Et avec les imperfections qu'il y a, on a parlé de la déformation que le système majoritaire crée. Il est parfois brutal, même en France où c'est appliqué. Mais la proportionnelle n'est pas de mise à ce niveau-là. Et la discipline de parti vient corriger ou venait corriger, parce que les grands électeurs se délient de plus en plus de la discipline du parti, de la discipline du vote. Ça également, ça va être une curiosité et pour voir qui va finalement se départir des indications qui ont été reçues. Même si c'est un démocrate qui émergeait dans un État, il n'en a pas moins conscience qu'il a une base, que ça ne veut pas dire que c'est les 100% des électeurs qui lui ont donné le mandat de ne favoriser que la politique démocrate. Et on l'a vu au Sénat comme à la Chambre des représentants, les choses se passaient complètement d'une autre manière, sans parler des élections à mi-mandat qui permettent d'atténuer peut-être les erreurs ou le fait que tout soit allé d'un côté. Donc à mi-mandat, au besoin, le système permet aux électeurs d'ajuster et d'équilibrer tout. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Mais j'ajouterais que par rapport à l'Afrique du Sud, quand même, il y a quand même plus de suffrages universels qu'aux États-Unis. Ils ne sont pas dans un système fédéral. Et là-bas, même si on a mis des représentants, des grands électeurs, leur poids n'est pas différent. Les Blancs n'ont pas plus de poids en représentation. Donc, on a vu comment ils ont été obligés d'aller attirer les métis, des Noirs parmi eux. Et aujourd'hui, ils sont dans un gouvernement de coalition, justement, avec l'ANC qui était hyper majoritaire. Preuve aussi que être majoritaire, avoir une base majoritaire dans l'électorat, dans la population, ne suffit pas. C'est votre mérite, chemin faisant, qui fait que finalement, vous avez les suffrages et la possibilité de gouverner seul ou non. Alors, Morgane, dites-moi un peu, est-ce que, comme le reste du monde, au niveau du vieux continent, on a aussi un peu la peur au ventre par rapport à ces élections au niveau des États-Unis? Si jamais c'est Trump qui revenait, est-ce que les Européens, selon vous, ils pourraient être dans quel état d'esprit en ce moment? C'est une question dont la réponse est assez évidente. La peur n'est pas au ventre, la peur est à la caisse et la peur aussi à la sécurité. Parce que les Européens savent que leur système de défense, le seul qui tient actuellement, dépend de qui prend la direction des États-Unis. Parce qu'il est clair, de l'autre côté, si c'est Kamala Harris, elle continue dans la dynamique de rester dans l'OTAN, de soutenir les Européens sur plusieurs plans. Mais si c'est Donald Trump, il a été clair. Il a tout ce qu'il faut pour déjà, même s'il ne se retire pas directement de l'OTAN, réduire la contribution des États-Unis en matière pécuniaire pour la survie de l'OTAN. Et il a en perspective d'arrêter ce qui se passe de l'autre côté entre la Russie et l'Ukraine. Et ça signifie quoi? Ça signifie simplement mettre de côté l'OTAN, appeler peut-être Vladimir Poutine, parce qu'il insiste, contrairement à la politique américaine, il dit, la politique qu'on connaît aujourd'hui, il dit qu'il faut discuter avec ces personnes. Mais de l'autre côté des démocrates, on ne discute pas avec Vladimir Poutine. Et on a vu la démarche de Trump lorsqu'il était chef d'État. Il a rendu visite à Vladimir Poutine avec tous les risques. Il a reçu le Nord-Coréen. Il a reçu le Nord-Coréen. Donc, il est constant. Il est constant dans sa dynamique. Ils se sont appréciés. Il faut parler avec ces personnes-là qui, d'une certaine façon ou de l'autre, constituent des éléments soit perturbateurs pour la sécurité ou stabilisateurs. Ça dépend de comment est-ce que vous gérez la relation ou l'interaction avec eux. Donc je pense que là, l'Europe a tout à gagner et tout à perdre dans ces élections qui sont en train de se dérouler. Maintenant, si vous me permettez de revenir sur cette question. Ça, je m'en doutais bien. Parce que je suis très content du développement de mon vis-à-vis, Monsieur Maforican, parce que c'est intéressant. Je veux comprendre.
maintenant, j'ai été aussi content de voir que M. Attaï a apporté le caractère spécifique de ce qui se passe en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est très clair. Ce sont des représentants, des députés qui vont à l'Assemblée et donc on a confié le choix du leader aux députés. Quand vous regardez de l'autre côté du Royaume-Uni, c'est aussi très clair. Il y a un suffrage, il y a des députés et c'est eux qui décident de qui dirige. Mais quand vous regardez aux États-Unis, d'abord les grands électeurs ne sont pas forcément des congressmen ou des sénateurs. Ce sont des gens qui sont Ou élus. des maires. Ou des maires. Ils sont élus pour une mission, une seule mission. Aller élire le président de la République. Et maintenant, il est dit dans le système qu'ils ne sont pas tenus de voter en conformité du vote populaire. Ça signifie que vous pouvez avoir gagné tous les grands électeurs et les grands électeurs maintenant à leur tour de voter décident de voter contrairement à vous qui avez gagné. Dites-moi, À moins que je me trompe. si quelqu'un ça a changé le président. Pas beaucoup. Al Gore. Il y a le cas d'Al Gore. C'était pas au niveau des grands électeurs, c'était d'abord au niveau du vote Oui. C'était- Al Gore avait gagné le vote des électeurs, mais il n'avait pas gagné le vote des grands Voilà, électeurs. il y a Si on comparait, Voilà, Plutôt, exactement. en réalité, C'était le cas. comment on connaît les électeurs? et c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faudrait pas que nous prenions nos nos désirs pour des réalités. Ah oui, hein. Oui. Non. Au niveau même du dernier vote où Trump a gagné les élections, Oui. il n'avait pas gagné le vote populaire pour la première fois qu'il a été Mais élu. quand Non, il a non. perdu, il a eu le Mais vote populaire. Bon, il a eu le vote populaire La deuxième face fois à- où il a perdu, face à Joe dans la Biden, mais première il fois n'a pas qu'il a eu les grands gagné, électeurs. il n'avait pas eu le vote populaire, mais C'est ça. il a eu les grands électeurs. Oui. Et de l'autre côté, Biden, lorsque Biden a gagné, Trump avait gagné le vote populaire, Mais pas les il n'a grands pas gagné électeurs. les grands Mais bien électeurs. sûr, c'est de la logique dont je Non, parle. je Ce n'est vous pas explique. les grands Pour que vous électeurs, interveniez, les pour grands- que je puisse comprendre. Oui, C'est une façon de vous dire que au niveau du vote populaire, les républicains ont gagné oui. entièrement. Ils ont gagné Maintenant, quoi? Au niveau Ils ont des gens, gagné quoi? au niveau du Ils peuple ont- qui n'est pas non, intelligent, non, vous voulez dire. Non, ils ont gagné quoi? Le vote Dans intelligent. les assemblées. Morgane, Voilà, parce que- Morgane et Agapit, vous voulez dire qu'au niveau des gens qui ne sont pas intelligents, ça c'est Non, ça. non, non, les non, républicains non, avaient non, gagné. non, non. C'est pas continuons. Morgane. Non, pas le vote Morgane. intelligible n'est pas d'être intelligent ou pas. Comment Trump les Hein, appelait? c'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire de clairvoyance. C'est pas la même chose. Et le vote populaire dont on parle, c'est pas celui qui. C'est un homme, une voix, ça. Ok. Basique. Le vote des grands électeurs, c'est le nombre, c'est l'arithmétique qui sort de la conséquence des votes dans les États. Oui. Et Ah, moi, je dis pas la même chose. du système majoritaire. Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'arithmétique qui Qui donne tout. ressort Au camp qui est. 2, plus 9, plus 11, plus 15, plus 70, plus... Et ça nous donne, il faut 500 et quelques... Donc il faut 200, il faut réunir 270. Voilà. Pour- Ça ne s'est jamais passé un président qui a eu, en tout cas à ma connaissance, depuis que je suis un peu lucide, c'est-à-dire Ronald Reagan, si je ne me trompe pas, comment pas suivre, je pense que vous savez Ronald Reagan. Non, mais ça s'est donc, posé entre Al Gore et Nixon, Bush. Nixon Reagan. C'est là Entre qu'il y a- Al Gore et Bush. C'est- que les non, problèmes même là, c'est le calcul. C'est Et ça après, que c'est je des veux détails. comprendre. Je dis, il n'est pas reçu que c'est quand c'est étriqué, quand c'est trop juste, on peut. Mais et c'est ça, c'est entre Al Gore et Bush Junior. Bush Junior. Mais en dehors de ça, Oui. vous avez gagné les grands électeurs, vous gagnez l'élection. Ça, c'est jamais arrivé où les grands Non, non, électeurs attends, ont je dédié. veux À comprendre. moins que ne dise pas la même chose. Oui, c'est pour cela que je veux comprendre. Ce que je veux savoir, lorsque vous gagnez en fonction du vote populaire, the winner takes all. Oui. Ça, Je pense que demain, nous aurons un autre débat On peut, qui sera peut-être essentiellement aller au cas, on consacré peut aller au aux cas grands concret, électeurs, hein. concret. Oui. Mais cela dit, l'arithmétique des grands électeurs n'a jamais manqué à un président pour être. Ah, Monsieur Napoléon, vous allez garder la parole. On sait que pour ces élections également, le Proche-Orient est très rivé dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est Trump qui va venir? Est-ce que c'est Kamala qui va venir? Dites-nous pourquoi au niveau du Proche-Orient. Écoutez-moi, en fait, les États-Unis, c'est les États-Unis. Moi, je suis assez, même au niveau de la guerre Russie, Russie-Ukraine, pas grand-chose changera, que ce soit Trump ou Harris. sur le terme. La guerre ne prendra pas fin, parce que c'est déjà avancé à un niveau. Peut-être que si c'était Trump qui était aux affaires, on ne serait pas allé parce qu'il lui aurait mis son veto plus tôt. Mais après, du moins, c'est déclenché. Dans les American First,
il y a toujours quand même la puissance américaine dehors qu'aucun président américain. Quand George Bush Jr. venait, on a dit jamais c'est pas possible, le monde, il n'a même jamais voyagé nulle part, il ne connaît pas l'extérieur, c'est un novice. Mais pourtant, moi je trouve qu'un des présidents qui a, à la suite de son papa, je trouve qu'il a assumé. Il a assumé. Moi, j'ai aimé son initiative sur le sida, tout simplement. J'ai aimé son regard sur l'Afrique, alors qu'on avait dit que c'était un danger. On l'a peint tellement en noir. Je n'ai pas aimé son histoire en Irak. Ça, donc, et là encore, c'est quand même preuve qu'il a quand même des idées. Ça dépend de comment il va. Donc, c'est pour dire que, pour moi, la politique américaine, qu'on a eu Kennedy, qu'on a eu Nixon, ou qu'on a eu Reagan, qu'on a eu Bush, papa, ou Bush, qu'on a eu Clinton, ou qu'on a eu Obama, au Proche-Orient, la situation n'a jamais. Cette situation doit se régler. Oui, mais on a quand même vu que lors de son premier passage au niveau de la Maison-Blanche, Trump a quand même délocalisé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Pour quelle finalité? À quelle fin? Il a promis, il a fait. C'est 8 ans. Il a promis, il a fait. C'est 8 ans maximum aux affaires. Et donc, du coup, pour quelle finalité? En réalité, les États-Unis sont une constante pour le moment. Au Proche-Orient, leur politique est claire, ils n'abandonneront pas Israël. Ils n'abandonnent pas Israël, ils bénéficient dans les campagnes suffisamment de soutien juif. Il y a qui sont importants dans un côté comme dans un autre dans ça. Donc, on ne peut pas dire simplement qu'il suffit que Trump arrive, rêve un peu, et crie pour que les donnes changent. Israël, que ce soit Jérusalem ou Tel Aviv, les vrais débats ne sont pas au niveau même, c'est au niveau d'abord des colonies, c'est d'abord au niveau idéologique. C'est pas au niveau c'est au niveau idéologique. Est-ce que les deux États s'acceptent? Est-ce qu'ils se mettent côte à côte? Est-ce que, ce débat, quand même dans un camp, vous avancez, il y a des extrémistes du même camp qui bloquent le système. On a vu avec Yitzhak Rabin, on a vu en 94, en 93, 95, on a vu des évolutions. Mais on a vu comment ça a été remis en cause rapidement, par une tuerie par ici, par la société par là. On a comme l'impression que ce soit les républicains ou les démocrates qui arrivent au pouvoir, généralement, la politique étrangère des États-Unis ne change pas. Le fond est le même. Après, les formes changent. On peut aller rencontrer le leader nord-coréen. Ça n'empêche pas le gars de continuer à fabriquer des armes et de menacer la Corée du Sud. Mais, en fait, la rengaine change un peu. C'est comme Taïwan, Taipei et Beijing. Pour moi, la Chine continentale a un droit de veto au Conseil des sécurité des Nations Unies, est une puissance mondiale, restera une puissance mondiale, quelle que soit Taipei ne disparaîtra pas encore demain. Donc, ils vont continuer à rester, je pense, dans 50 ans, à moins d'une révolution, d'un cataclysme qu'on ne saurait prévoir. Pour moi, j'estime que le fond restera le même. Après, les formes, comme les médias aiment les formes, on va commenter les formes. Et c'est sur les formes, peut-être que ça peut évoluer. Mais à l'intérieur des États-Unis, c'est ça l'essentiel. Donc, les Européens, rien ne changera dans la politique interne de l'Allemagne. Rien ne changera dans la politique intérieure de la France. Ils vont s'affronter, on a vu de Villepin contre Chirac, de Villepin contre George Bush. Ça va changer après, ça s'est réajusté. Donc pour moi, je n'attends pas une révolution au niveau international. J'attends peut-être un ajustement, plus un regard beaucoup plus sur les affaires intérieures et sur l'équilibre, la puissance américaine de l'intérieur, le règlement, et une certaine manière de revoir les formes, que ce soit Harris ou Trump. Ces derniers temps, Joël, nous avons vu le guide iranien monter au créneau à chaque fois, s'adresser aux Iraniens qu'ils sont vraiment prêts à affronter tout ce qui va arriver. Par rapport à ces élections, est-ce que l'Iran est calme ou alors l'Iran est dans un tourbillon comme tout le monde? Tourbillon, ce sera par rapport à l'évolution interne de l'Iran. Il y a une dynamique interne malgré tout. Et maintenant, au niveau international, l'Iran va tâcher de s'ajuster à celui ou celle qu'il aura en face aux États-Unis. Ce qui est paradoxal à ces niveaux-là, c'est que personne ne va jusqu'à l'affrontement définitif. Chacun pense à sa survie, pense à limiter les dégâts, et même en bandant les muscles, en s'agitant, en gesticulant. Il y a le reste qui est en dessous ou par derrière.
Et parfois, pour peu que vous conformiez à ce que l'autre attend de vous raisonnablement, on finit par être des partenaires pour la suite des événements. Et l'Iran a à cœur de protéger ses acquis en matière de construction nucléaire, notamment. Et pour rien au monde, l'Iran ne va dilapider cela. Oui, mais si jamais Trump venait, est-ce qu'il pourrait encore protéger ça? Parce que non, Trump ne veut pas Morgan a dit que direct. si Trump promet quelque chose, il fait. Oui, il va... Dans une S'il certaine promet aux mesure. Américains qui va détruire... Mais les autres ne sont pas inintelligibles. Ils comprennent, ils se comprennent, ils savent jusqu'où ne pas aller, et trop loin. Il y a des marchés à conquérir. Et si le complexe militaro-industriel aux États-Unis met la pression à Trump au point de le décider à changer de cap, oui, là, il y a une inconnue. On n'a pas senti ça pendant la campagne. Effectivement, il peut être sous l'influence de ceux-là, mais c'est des Américains d'abord qui vont décider si oui ou non leur intérêt est d'aller plus loin à l'affrontement. Et l'Iran n'est pas dénué d'intelligence. Le président qu'ils ont mis là est tout ondoyant. Il y aura toujours un discours de gesticulation, de radicalisation. Le guide est là, et presque mourant, mais plus vivant que jamais. Bon, donc Nasrallah, on l'a sacrifié et on l'a laissé partir. Mais ça, c'est périphérique. Ce qui est essentiel, c'est aussi la puissance de l'Iran chiite par rapport au reste du monde arabo-musulman qui est sunnite. Et donc, l'Iran veille aussi à ses intérêts, à sa puissance, à sa... voilà. Et donc, on ne va pas dilapider ce capital juste pour des branlades idéologiques et médiatiques. Dernière question pour sortir de ces débats, Morgan. Cette élection pourra-t-elle, à la fin, réconcilier les Américains entre eux vraiment? C'est pas les élections qui vont réconcilier les Américains. Le problème de réconciliation est un problème de leadership. C'est-à-dire dépend de ce que le leader qui va sortir à l'issue de ces élections, de la façon dont il va décider de gérer les États-Unis. S'il décide de gérer les États-Unis dans une dynamique de réconciliation et à satisfaire les intérêts ou les besoins à l'intérieur, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan politique, faire en sorte que les Américains se sentent chez eux et fiers d'être Américains de façon totale et ne pensent plus à cette division assez prononcée qu'on observe aujourd'hui, ce sera fait. Mais s'il s'agit d'un leadership clivant, mais là, on n'est pas sorti de l'auberge parce que certains analystes, même américains, bien sûr, parlent d'une dynamique conflictuelle et qui serait en train de planer autour de ces élections et qui pourrait, dont les résultats pourraient entraîner les États-Unis dans un conflit ou peut-être pas. Donc aujourd'hui, il faut dire que tout va dépendre du leadership, mais aussi surtout de l'équipe en charge de ces élections-là. Parce que déjà, à l'heure où nous parlons, il y a déjà des contestations dans plusieurs États. Il y en a énormément, en fait. C'est même triplé par rapport à ce à quoi on a l'habitude d'avoir dans les comptes. Donc, je pense que là, ça va dépendre du leadership et non des élections. Alors, avant de mettre la clé sur le paillasson, nous allons nous amuser à faire tout un chacun de vous un pronostic par rapport à cette élection de demain. Je commence par Agapi, Trump ou Kamala. Qui vous voyez Petit matin du 6 novembre. Oui. Là, nous, on sera ici, on sera au 6 novembre. Qui vous voyez président des États-Unis, Trump ou Kamala? D'abord... très rapidement. Oui, je le dis rapidement. Et les clivages ne vont pas s'arrêter. La division va continuer. Les écarts vont s'exacerber parce que le monde évolue et de nouveaux paradigmes font jour. Vous voyez, cette affaire de LGBT+, par exemple, je ne veux pas stigmatiser, mais vous regardez que c'est de nouveaux éléments qui viennent s'ajouter à d'autres situations qui existent et qui créent encore plus d'écarts. Donc pour moi, je pense que les équilibres vont toujours, c'est un peu comme la balance, ça va aller dans les choses, et comme le mandat est renouvelable, et comme il y a le midterm, les élections de midterm, il y a toujours des équilibres, ça va se jouer comme il y a 20 ans, comme il y a 10 ans, comme il y a 30 ans, ça va. Donc comme au Proche-Orient également, il y aura des gestes symboliques, mais il n'y aura jamais la révolution.
À moins qu'un président révolutionnaire finisse par arriver parce que les œuvres de Dieu sont parfois insondables. On va s'en tenir à Dieu. Voilà, alors. Pour s'en tenir maintenant à l'électeur, moi, je suis... Non, non, je, pas. moi, Vous je suis... pronostiquez Je, Kamala moi, ou Trump? je serai heureux. Non, non, Je non, serai- non, 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 ne vous dérobez pas. Non, je vais vous répondre. Ok, allons-y. Je serai content, heureux, je siffloterai si au petit matin, Du 6 novembre. Trump gagnait. D'accord, Parce j'ai que compris. j'estime qu'il a une politique qui n'avait pas terminé. Et le monde, j'aime cette fierté américaine qu'il D'accord. vend. On aura compris. American First, Benin First. On aura Voilà, compris. donc... Alors, Morgane, Trump ou Kamala? De façon objective, Donald Trump, sur le plan scientifique, pourrait gagner ou devrait gagner ces élections. Mais si on s'en fie à la magie américaine et au caractère spécial Et au des miracle, élections, surtout. oui, et au miracle, Enfin, le miracle vient, voilà. Kamala pourrait se retrouver président. Donc, décidément, vous choisissez qui? Je ne peux pas choisir, c'est les Américains Non, qui mais alors, choisissent. vous pronostiquez. En tant qu'analyste, Oui. de façon objective, si je me fie aux données... sur Non, le je terrain- ne veux pas que vous vous fiez aux données. Fiez-vous à vous-même. Donc, du coup, Donc, vous choisissez donc, où? ce n'est plus donc, l'analyse. du coup, je Non, ce n'est plus l'analyse. Vous posez la question Oui, à, oui, j'ai dit Exact. à pronostiquer. Morgan. Donc, tu me À reviens. Morgane, à Sogba. Donc, tu me rejoins. Bon, Morgane, oui. oui, c'est Donald Trump. Joe, Ce qui est dans le truc là. allez, pronostiquez. Non, non, la Kamala. Elle a tout. Non, elle est potentiellement intéressante en termes de changement, en termes d'évolution de la société américaine et du monde. Maintenant, je lui reproche d'être Non, non, relativement vous ne inconstante. continuez plus. Non, il n'y a plus d'analyse. Il n'y a plus d'analyse. Kamala ou Trump, c'est tout. Bon, je ne suis pas américain. Non, pronostiquez quand même. Ce serait Trump. Trump. Alors, chers amis Internet, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre Tu vois, émission. Trump, Le j'aime monde en Kamala. 52 J'aime minutes Kamala. de cet après-midi. En résumé, je constate que les invités, les hommes que j'ai reçus cet après-midi, Les hommes. ont décidé de pronostiquer pour Donald Trump. Oh, mais on n'est pas américain. lorsqu'on sait que le bon Dieu est une femme, Voilà. donnons-nous rendez-vous au petit matin du 6 novembre où, certainement, j'espère que les Américains sont prêts à avoir une femme à la tête des États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités. Ça se passe toujours sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence tout simplement.